Bonjour à tous. Déjà, moi c'est Ryan. Je suis UX Researcher chez Billix depuis quelques semaines et le Happy Talk d'aujourd'hui est consacré à l'ergonomie et à l'UX. Ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que je suis intervenu au sein de Disneyland Paris dans une démarche d'ergonome, mais également dans une démarche de researcher, et vous montrer de façon très globale qu'est-ce que j'ai pu mener là-bas. Il faut savoir que je suis resté là-bas pendant un an. J'ai été 6 mois en stage là-bas et ensuite j'ai prolongé pour 6 autres mois juste avant que le Covid arrive. Donc vous allez voir pas mal de choses en termes de plans. Il y a une première phase qui sera plus théorique sur l'ergonomie en général. Je vais essayer de pas être très long là-dessus parce que c'est vrai que ça peut être des termes assez complexes qui peuvent être compliqués à saisir et à intégrer. Mais ça va surtout être dans la démarche que je vous présenterai dans un deuxième temps, qui sera très important de présenter. Donc on va commencer par la première partie. Donc quelques petites définitions. Qu'est-ce que c'est que l'ergonomie? L'ergonomie, c'est une discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes d'un système. Pour aller plus dans le détail, il faut savoir que tous les praticiens de l'ergonomie, donc nous les ergonomes, contribuent à la planification, à la conception et l'évaluation des tâches, des emplois, des produits, des organisations, des environnements et des systèmes, c'est là où c'est important, en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes. En gros, ces choses-là, ça montre vraiment que l'ergonome, il est basé sur une approche systémique. Qu'est-ce qu'on appelle une approche systémique? C'est une approche où on regarde tout. Ça veut dire que on va agir dans une situation, on va intervenir dans une situation, et l'idée en tant qu'ergonome, c'est vraiment d'observer tout ce qui se passe autour. Par exemple, on va pas juste observer comment améliorer un parcours, on va observer comment améliorer le parcours, comment est-ce que le parcours est réalisé, que ce soit en situation réelle, si on a la chance d'aller chez des clients qui ont planifié de réserver un séjour, ou bien que ce soit dans des situations de test où on essaye d'être au plus proche de la situation réelle en mettant en place un protocole. Mais voilà, c'est vraiment regarder l'ensemble pour identifier toutes les problématiques, non seulement liées au système, mais aussi liées à l'humain. C'est ce qu'un chercheur ergonome avait dit quand il avait commencé à bosser là-dessus. C'est que pour lui, analyser l'activité de l'être humain dans son quotidien pour essayer de transformer le système dans lequel il évolue. C'est vraiment avoir tout un ensemble d'éléments qui vont nous permettre d'agir dans son système. Il y a différents secteurs d'activité en ergonomie. Donc, le plus connu depuis que la discipline est née, c'est les conditions de travail. Quand je parle des conditions de travail, ça va être les bonnes postures, les outils adaptés à chacun, la gestion du temps, la gestion des équipes. C'est vraiment essayer de faire en sorte de prévenir des risques psychosociaux, par exemple, sur des situations, notamment dans des industries. Si on va intervenir chez des personnes qui font de la manutention, qui font de la logistique, c'est vraiment prévenir les risques pour éviter, par exemple, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Il y a aussi l'accessibilité qui est en marge aujourd'hui avec la loi qui est passée récemment, de rendre accessibles toutes les interfaces numériques pour tous. Donc, il y a une grosse prise en compte de chaque individu, que ce soit dans son environnement, la prise en considération de son handicap et comment est-ce qu'il agit pour réaliser des tâches, que ce soit des tâches à travers le digital s'il veut naviguer sur Internet, réserver des choses, etc., mais également dans son environnement. Quand je parle d'environnement, je peux vous donner l'exemple, par exemple, des stations de métro, des stations de RER. Il y a beaucoup de stations qui ne sont pas encore toutes adaptées pour des personnes handicapées et l'objectif, c'est de pouvoir les rendre accessibles et c'est dans ça que l'ergonome va pouvoir agir. C'est observer un environnement, observer une situation et recueillir les besoins des utilisateurs pour concevoir des choses qui leur conviennent. Ensuite, on a l'IHM. L'IHM, c'est ce qui a explosé ces dernières années, notamment avec l'UX. Donc, ça va être interaction en machine, en gros, donc design d'interface, la recherche, les ateliers de co-conception, l'expérience utilisateur, donc la conception d'un produit qui répond aux besoins des utilisateurs, l'ensemble de ces choses.
Et enfin, l'aménagement des espaces. On a pas mal d'ergonomes qui travaillent sur la conception des espaces adaptés au travail, mais également pour des personnes en situation de handicap. On a pas mal d'ergonomes qui travaillent par exemple avec des architectes, avec des entreprises de BTP et aussi très souvent avec des mairies pour concevoir des milieux urbains adaptés pour tous et qui répondent aux besoins de tous. Il faut savoir que l'ergonomie, c'est une science humaine qui est issue de la psychologie. Donc moi, je suis également psychologue du travail, j'ai le double diplôme. Et en fait, il y a énormément de compétences qui sont issues euh, de la psychologie. J'ai mis quelques exemples parce que j'ai exercé pendant 2 ans en tant que psychologue du travail dans de la réinsertion professionnelle et les compétences que j'ai pu mobiliser dans mon activité de psychologue, c'est ce que je mobilise également au quotidien dans mon activité de researcher. Parmi ces compétences, j'ai mis la bonne compréhension de l'homme, c'est-à-dire bien comprendre comment l'être humain fonctionne, comment est-ce qu'il fonctionne dans différentes situations, comment amener les choses dans des situations de risque, de conflit, etc. Le recueil et l'analyse des besoins, parce que bien entendu, en tant qu'UX et en tant qu'ergonome, on est toujours dans cette démarche de recueil de besoins et dans un second temps d'analyse de ces besoins pour concevoir des choses adaptées. Le sens de l'observation, qui est très important, qui est un élément clé, en fait, je trouve, dans l'expertise du researcher et de l'ergonome, c'est savoir bien observer une situation, vraiment tout observer, ne rien rater, savoir précisément comment un être humain fonctionne dans un système, comment un utilisateur utilise une machine, donc un parcours, un site internet, etc. Et pour ça, le sens de l'observation, c'est primordial. La gestion des conflits, qui est très important, toujours maintenir une posture autour de la communication, savoir bien amener les choses, ne pas rentrer dans le conflit avec les personnes, parce que pour vous citer un petit exemple, les ergonomes étaient très mal vus à un moment dans la communauté, parce que quand on démarchait les entreprises pour pouvoir démarcher auprès d'eux, ils avaient tout de suite l'image de l'ergonome qui va venir pour modifier complètement leur organisation de travail et potentiellement agir négativement sur l'efficience, sur le bénéfice, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors que en fait, pas du tout. On est vraiment dans cette démarche d'action pour améliorer des conditions de travail, pour améliorer un système avec comme finalité d'améliorer l'efficience, d'améliorer le chiffre d'affaires, de construire un meilleur environnement professionnel, de meilleurs espaces, etc. Ensuite, on a l'écoute active. Pour moi, l'écoute active, c'est la compétence la plus difficile à avoir et la plus difficile à mettre en pratique parce que on se retrouve à faire des journées de 7-8 heures à écouter des gens, à devoir écouter des gens et à savoir les écouter et relancer au bon moment. En gros, dans la pratique du psychologue, mais également dans la pratique du researcher, en grosse partie, notre travail, c'est de poser des mots sur des situations. C'est-à-dire que quand on va faire tester un produit ou quand on va être un entretien avec une personne qui va exposer ses problèmes, nous, l'intérêt, c'est vraiment de poser des mots sur ces situations pour savoir pour essayer de comprendre si c'est ça que ressent l'utilisateur ou que ressent la personne ou si c'est pas ça. Et derrière, ça, c'est ce qui va permettre de valider nos hypothèses qui seront faites en amont ou bien en temps réel avec la personne. L'éloquence, qui est très important parce que c'est important d'avoir un vocabulaire qui soit clair, d'être précis dans ce qu'on dit pour pas que les personnes qui sont en face de nous soient perdues et qui se sentent aussi ouverts pour pouvoir exposer tout ce qu'ils souhaitent exposer. Et enfin, l'empathie. Ça, c'est aussi une compétence clé pour le psychologue, c'est d'être empathique avec les personnes, d'avoir cette posture, de ne pas être dans cette démarche de jugement envers les gens. Et ça, on le retrouve aussi en tant qu'ergonome. Parce que des fois, on va analyser des situations, on va voir des personnes, comment ils travaillent sur le terrain, que ce soit des salariés, des managers, des directeurs. On ne doit pas être dans cette démarche de jugement. On doit toujours essayer de comprendre la chose et d'amener les choses de la meilleure façon possible pour pas rentrer dans des situations conflictuelles. J'ai mis une petite citation qui résume assez bien tout ce que je vous dis. Être ergonome, c'est donc être en capacité de mettre en place des méthodes basées sur l'observation et l'écoute pour contribuer à transformer l'environnement de l'homme et pas uniquement physique. On va passer à la démarche chez Disneyland Paris. Donc maintenant que vous avez les aspects théoriques, je vais pouvoir passer aux aspects pratiques.
Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte de ma démarche chez Disney, en gros, j'ai travaillé dans, dans une équipe qui avait pour objectif de faire une refonte du site web. Dans cette refonte du site web, il y avait trois équipes qui étaient réparties. Une première équipe qui s'occupait du site marketing et des offres commerciales, une deuxième équipe qui s'occupait de la vente de billets et une troisième qui s'occupait de la vente de séjours. Et moi, j'ai été intégré directement à celle qui était dans la vente de séjours. J'ai travaillé dans un contexte agile, pas durant tout mon temps là-bas, on va dire les 8 derniers mois, mais les 4 premiers mois, il n'y avait pas encore de méthode agile qui était mise en place. Donc les bureaux étaient en silo, c'est-à-dire que toutes les équipes étaient réparties dans des bâtiments différents. Et ce passage en open space, il a changé énormément de choses. La conception des équipes était diverse et variée. On pouvait avoir des designers, des product owners, des product managers, des directeurs e-commerce, des développeurs, mais également des intégrateurs. On avait aussi des testeurs à côté qui sortent du cadre de la research, mais c'était des testeurs plus d'ordre technique pour tester le site et l'application avant de le mettre en prod. Donc, quand je suis arrivé chez Disneyland Paris, eux, ils m'ont soumis une demande client qui était de mener la recherche utilisateur sur la réservation d'un séjour et analyser l'activité de chacun pour savoir comment est-ce qu'ils intégraient les résultats de cette recherche utilisateur. Donc, il y a eu un enjeu double. Il y a eu ce premier enjeu de tester non seulement l'existant, mais aussi les maquettes. J'y reviendrai dans le détail par la suite, mais également d'observer, d'analyser comment est-ce que les métiers intégraient ces résultats dans la conception. La première phase de la démarche, j'ai mené une étude ethnographique. Une étude ethnographique, c'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe où parce qu'il faut des autorisations, il faut des documents qui puissent nous autoriser à aller sur le terrain, mais qui est pour moi une des méthodes les plus enrichissantes. En quoi est-ce qu'elle a consisté quand j'étais chez Disneyland Paris? C'est que j'ai eu l'autorisation de me rendre dans le parc, de me rendre dans différents endroits. Donc, à la gare de la station où est le parc Disneyland Paris, dans le Disney Village, à l'intérieur du parc, mais également dans les locaux où on avait tous les travailleurs en bac, pas à l'intérieur du parc, mais derrière le parc. Et donc, en fait, en quoi ça consiste? C'est que je suis allé recueillir les besoins des utilisateurs, donc en l'occurrence des clients, sur la réservation du séjour. Ça veut dire que j'ai passé des journées à me promener dans ces endroits-là et à interroger des personnes pour voir comment est-ce qu'elles avaient réservé leur séjour. Et quand ces personnes me disaient qu'elles avaient réservé leur séjour sur la plateforme web, c'est à partir de là que j'allais dans le détail. Parce que mon objectif, c'était de savoir comment s'était passée leur réservation du séjour. Et j'ai pu avoir la chance de rencontrer pas mal de personnes qui ont pu me donner pas mal de versions différentes, que ce soit positif et négatif. Et la chance aussi, c'est que c'est un contexte international. C'est-à-dire que ce qui était très intéressant, c'est que les besoins pouvaient énormément varier en fonction des pays qui venaient profiter du parc. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, le public français, eux, quand ils réservaient un séjour, ils n'étaient pas très ouverts à prendre des demi-pensions dans les hôtels, etc. Ils préféraient directement acheter pour eux, aller dans d'autres magasins ou aller manger sur Paris directement. Tandis que le public, je vais dire d'Amérique latine, parce que c'est avec eux qu'on avait le plus vu ce genre de choses, eux, c'était systématique. Quand ils réservaient un séjour à Disneyland Paris, ils ressentaient le besoin de prendre des formules demi-pension et de manger directement à l'intérieur du parc avec toute la liste de restaurants qui était proposée. Donc, pour réaliser ce recueil, j'avais fait des grilles d'observation, des grilles d'entretien, et je prenais aussi pas mal de notes sur les différents éléments que me citaient les clients de chez Disneyland Paris. Bien entendu, j'ai enregistré leur conversation avec une autorisation également pour pouvoir restituer les résultats et les analyser derrière. Donc ça, c'était la première chose que j'avais fait dans ma démarche. Autre chose, c'était la réalisation de benchmark. Ça se rapproche plus de mon activité du X que j'avais là-bas. Donc, j'ai réalisé un benchmark sur les concurrents dans la réservation d'un séjour. Il faut savoir que à Disneyland Paris, à l'époque, là maintenant, ça a beaucoup changé. À l'époque, en fait, quand on réservait un séjour, on était obligé d'avoir les billets avec. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réserver un hôtel sans réserver les billets derrière. Ce qui était problématique parce que, imaginons des personnes qui avaient le pass annuel, quand ils devaient réserver un séjour,
on leur donnait des tickets également, sauf qu'ils n'ont pas besoin de ces tickets, donc c'était de l'argent jeté par la fenêtre, étant donné qu'ils avaient déjà leur pass annuel. Et de ce fait, les deux concurrents directs qu'on avait, c'était Booking et Airbnb. C'est-à-dire que beaucoup de personnes allaient acheter leur place dans des agences de voyage ou dans un centre d'appel parce qu'ils avaient la possibilité de réserver uniquement une chambre, un hôtel à Disneyland Paris, sans passer par la réservation de séjour. Et sur le site web, sur l'interface, à chaque fois qu'un client devait réserver un séjour, les billets étaient systématiquement dans le packaging. Sauf que pour beaucoup, ça ne les intéressait pas parce que ils avaient déjà pris leur billet en amont ou bien ils avaient ce que je viens de dire, le pass annuel. Donc ensuite, autre chose, c'était les premiers tests utilisateurs, entretiens utilisateurs que j'ai menés. Donc dans cette première phase de la démarche, il n'y avait pas encore de maquette. La conception sur la refonte n'avait pas encore été faite. Donc on a réalisé des tests sur la plateforme existante. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, c'est pour ça que la posture d'ergonome est intéressante, c'est qu'on a pu avoir l'autorisation de se rendre directement chez des personnes qui planifiaient de réserver un séjour. Et en fait, on a pu observer comment est-ce qu'ils réservaient un séjour en situation réelle. C'est-à-dire que là, c'était pas juste un test, c'était ils réalisaient le parcours avec l'intention à la fin de réaliser le paiement. Donc, la situation réelle est totalement différente d'une situation de test qu'on aurait pu mener au sein des locaux, par exemple. Et c'était très intéressant parce que chez ces familles dans lesquelles je suis intervenu, il y avait pas mal de familles qui avaient beaucoup d'enfants et voir les interactions entre les enfants et les parents qui sont en train de réserver pour demander des options supplémentaires, pour demander des choses, c'était extrêmement intéressant. Et on pouvait sentir d'ores et déjà ce sentiment de magie quand les enfants apprenaient qu'ils allaient pouvoir passer quelques jours à Disneyland Paris et au sein du parc. Donc, ce travail-là, il a permis d'identifier les principales problématiques pour orienter la conception, bien entendu, et réaliser les maquettes de la refonte par la suite. Et les résultats étaient bien entendu présentés aux différents acteurs. Donc ces différents acteurs, c'est les différents métiers. Product owner, autres designers, développeurs, etc. Et par la suite, j'ai aussi mené différents entretiens métiers pour comprendre en fait le métier de chacun. Il faut savoir que j'avais pas encore une vision globale sur les tâches de chacun et qu'est-ce qu'ils faisaient dans le cadre de leur activité. Et donc, il m'a semblé essentiel de mener des entretiens de 1 heure à 2 heures avec chaque métier pour comprendre quels étaient leurs besoins et comment est-ce qu'ils travaillaient dans l'intégration des besoins qui étaient recueillis auprès des clients et des utilisateurs. Concernant la deuxième phase de la démarche, donc là, c'est quelque chose qui est plus précis. Ça s'est passé quelques semaines plus tard, donc quand les résultats ont été restitués, etc. On a les designers qui ont commencé à bosser sur les parcours. Donc, j'ai fait des wireframes basse qualité, mais étant donné que j'étais centré sur la recherche, on a d'autres UX designers qui ont pris le relais par la suite. Mais voilà, l'idée, c'était de concevoir un parcours en mettant en lumière les différentes recommandations qui ont été construites par les précédents tests et de faire tester ces nouveaux parcours. Donc, c'est ce que j'ai pu faire. J'ai mené différentes sessions de tests utilisateurs au sein des locaux de Disney où on a pu tester les nouveaux parcours. Ce travail-là, il a permis, de la même façon que la première phase de la démarche, de recueillir les besoins de nos utilisateurs et de savoir si l'interface qu'on avait conçue correspondait à leurs besoins. Donc ça, c'est la phase plus client. Et ensuite, il y a eu la phase avec les métiers. Donc, concernant les métiers, ça, c'est la pratique de l'ergonome. En gros, l'ergonome a différents outils pour pouvoir recueillir les besoins des différents métiers. Donc, dans la continuité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mené des observations auprès des métiers. Je vais aller plus dans le détail. En ergonomie, vous avez 2 types d'observations. Vous avez ce qu'on appelle les observations ouvertes et les observations systématiques. Les observations ouvertes sont faites durant la première phase de la démarche, c'est-à-dire qu'on va se rendre sur le terrain et on va tout observer. On va observer tout ce que les métiers font dans leur activité, toute leur communication, toutes leurs interactions, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les observations ouvertes. Et quand on fait ces observations ouvertes, ce qu'on va recueillir, on va recueillir des observables. Des observables, c'est quoi? C'est tout simplement des choses qu'on a vues dans l'activité de chacun. Et les observations systématiques, c'est quoi? C'est récupérer tous les observables qu'on a pu voir à de nombreuses reprises durant les observations ouvertes et d'en faire des grilles. Et on va en venir
à l'analyse grâce à ces outils par la suite, que je vais vous montrer là tout de suite. Donc en fait, vous avez deux outils. Vous n'avez pas deux outils en ergonomie, mais vous avez deux outils qui sont sollicités par pas mal de personnes quand ils ont le temps d'intervenir en entreprise. Parce que c'est là aussi le problème de l'ergonome, c'est que la démarche prend du temps. Et forcément, toutes les entreprises n'ont pas des mois à vous accorder pour pour attendre que vous remontez des résultats. Donc, on a le premier outil qui est la grille d'observation. Donc, sur cette grille d'observation, vous avez une temporalité. Donc, par exemple, une observation systématique, c'est quoi? C'est pendant 1 heure, je vais aller observer cette équipe de 5 designers. OK, je vais aller observer cette équipe de 5 designers et je vais me concentrer sur un designer. Et pendant 1 heure, je vais observer qu'est-ce que fait ce designer. Et pendant cette heure-là, je vais mettre des croix à chaque minute sur toutes les activités qu'il est en train de faire, soit en parallèle, soit de façon unique. Ça veut dire que pendant 1 minute, il peut faire une seule tâche, mais pendant une autre minute, il peut faire 3 tâches en même temps. Et donc, cette grille d'observation a permis de mettre en avant quelles sont les tâches qui sollicitent le plus dans son activité, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il agit sur le terrain, comment est-ce qu'il réalise ses tâches et quelles potentielles problématiques est-ce qu'il peut rencontrer dans le terrain en menant son activité. Le deuxième outil, c'est quasiment la même chose que la grille d'observation, mais c'est ce qu'on appelle la chronique d'activité. Là, en l'occurrence, c'est une chronique d'activité qui a été menée auprès de clients qui ont réservé leur séjour sur le site internet. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir également une temporalité et de mettre des traits de couleur à chaque fois qu'un client réalise une action. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est assez petit, je peux pas zoomer, mais par exemple, sur 2 observables, vous avez un observable qui est bloqué sur une étape et un autre observable, discussion avec ses enfants. Donc là, en l'occurrence, chez ce client, on avait une cliente qui était bloquée à un endroit sur le site. Pendant qu'elle était bloquée, elle essayait de corriger le problème avec ses enfants, qui avaient une appétence digitale supérieure à leur maman. Et en même temps, en parallèle, la maman avait son téléphone en train d'appeler une centrale d'appel. Donc, elle était en attente dans une centrale d'appel de Disneyland Paris pour corriger ses problèmes. Donc, la chronique d'activité, elle permettait vraiment d'illustrer ces choses-là et de trouver du sens à, OK, la personne rencontre une problématique, comment elle essaye de corriger la problématique et quelles sont les actions qu'elle met en place pour le faire. Donc, c'est ce que permet d'illustrer la chronique d'activité. À la suite de tous ces tests et de tout ce recueil de données, on réalisait différents ateliers. Ces ateliers de co-conception Design Thinking, ils étaient réalisés non seulement pour améliorer l'activité des métiers, mais également pour améliorer l'interface, donc le parcours de réservation d'un séjour. Ils étaient menés avec différents acteurs. On avait des PO, des PM, on avait des développeurs, des designers, parfois des intégrateurs et de temps en temps des utilisateurs. J'ai essayé de vraiment pousser l'implication des utilisateurs dans ces ateliers parce que ça a donné énormément de sens. Étant donné que c'était eux qui étaient directement impliqués dans la réservation d'un séjour, forcément, ça avait énormément de sens de pouvoir les faire participer à ces ateliers pour co-construire des solutions ensemble et surtout prendre des décisions ensemble. Parce que forcément, un développeur n'a pas la vision d'un utilisateur dans une situation réelle. Donc l'objectif de ces ateliers, c'était vraiment de co-construire ces recommandations et de prendre des décisions sur celles qui étaient les plus pertinentes et surtout les plus réalisables. C'est-à-dire que dans ces ateliers, déjà, on posait ces questions de coût et de délai. À combien est-ce que combien cette solution peut coûter et sous combien de temps est-ce qu'on peut la mettre en place? Et est-ce que les développeurs ont la capacité également pour la mettre en place? On va finir par les résultats et les recommandations. Donc, il y a 2 types de résultats que j'ai pu mettre en place. Déjà, une première phase sur les résultats liés au parcours de réservation d'un séjour et également sur l'activité des métiers. Concernant le parcours, la première, c'était que on devait, après tous les tests qu'on a menés, une des principales recommandations, c'était d'effectuer un travail de fond et de forme sur la hiérarchisation des informations, c'est-à-dire mettre les informations de la plus importante à la moins importante. Parce que avant d'apporter ces solutions, quand on a testé le parcours, on pouvait se retrouver sur une interface numérique avec énormément d'informations.
mais aucune indication n'était présente pour différencier les informations. C'est-à-dire que on pouvait avoir une information extrêmement importante qui soit située sur la même ligne ou qui ait la même police qu'une information qui n'était pas du tout importante. Donc c'était extrêmement important pour nous de faire ce travail-là de hiérarchisation pour que l'utilisateur comprenne qu'il a une première base d'informations qui sont extrêmement importantes dans le cadre de sa réservation. Et par la suite, s'il va avoir plus d'informations, il peut établir des actions comme afficher plus de détails ou ouvrir un autre onglet avec des informations plus complémentaires, plus complètes. La deuxième recommandation, c'était d'avoir plus de précision et d'informations sur les différents restaurants du parc, des menus et des aliments allergènes utilisés. Il faut savoir que quand les clients réservaient un séjour, ils avaient, durant leur parcours, une étape qui était sélectionner votre demi-pension. Et en fait, quand ils devaient sélectionner cette demi-pension, ils n'avaient aucune information sur les restaurants qui existaient à Disneyland Paris, sur les menus qui étaient proposés et sur les aliments allergènes. Et ça pouvait poser problème pour énormément de clients parce que ça pouvait avoir une incidence directe sur le choix qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient prendre l'option en demi-pension ou est-ce qu'ils allaient ne pas la prendre et aller eux-mêmes dans d'autres restaurants, que ce soit dans le parc ou à l'extérieur du parc, qui correspondent plus à leur régime alimentaire. Donc, avoir ces informations, c'était pour nous primordial. La troisième recommandation, c'était d'avoir plus d'illustrations et d'animations tout au long du parcours de réservation pour apporter, entre guillemets, de la magie. Ça s'est vu avec les enfants, notamment quand ils réservent avec leurs parents, c'est que ils sentaient pas vraiment cette magie quand ils regardaient l'interface numérique. Et c'était très intéressant pour nous de rajouter des interactions avec des personnages iconiques, par exemple, pouvoir changer l'habillage du parcours selon le Disney préféré des enfants, par exemple. Voilà, avoir ce type d'idée, c'est ce qui, à notre sens, aurait pu faire profiter plus ces enfants et à surtout installer plus d'immersion chez les enfants. C'est-à-dire que d'accord, on réserve un autre séjour chez Disneyland Paris, mais dès la réservation, les enfants se sentent déjà comme s'ils étaient au parc. Donc c'était vraiment ce point d'immersion qu'on voulait mettre en avant avec cette recommandation. Et enfin, d'organiser de nouvelles sessions de shooting photo afin de moderniser les visuels existants. Il faut savoir qu'à l'époque, les visuels qui étaient sur le site étaient extrêmement vieillots. C'était des photos qui dataient de 15-20 ans. Et étant donné que Disneyland Paris n'était pas indépendant du groupe Disney, notamment aux États-Unis, toute notre base de données, on devait la prendre des États-Unis. Donc c'était énormément de photos qui étaient pas très ressemblantes à l'expérience du parc Disneyland Paris et qui n'étaient pas vraiment similaires à ce que pouvait proposer le parc en termes d'expérience. Et on finit avec les recommandations sur les équipes métiers. Donc 3 recommandations principales là-dessus. La première, elle est née d'un problème que j'ai pu voir chez pas mal de métiers, c'est que énormément de personnes n'arrivaient pas à trouver les bonnes informations. C'est-à-dire que quand on leur demandait de recueillir des informations, ils ne savaient pas vers qui aller, qui détenait ces informations et comment contacter les personnes qui détenaient ces informations. Et donc, après avoir observé ces choses-là, j'ai pu proposer cette recommandation d'avoir une sorte d'organigramme digital qui serait mis à jour régulièrement, qui réunirait l'ensemble des équipes, les tâches de chacune de ces équipes et les projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Parce que ça permettrait pour les personnes qui doivent réaliser une étude ou chercher des informations, d'avoir directement comme base les personnes qui doivent contacter pour recueillir ces informations. Et cet organigramme n'était pas présent chez Disneyland Paris à l'époque, donc ce qui compliquait énormément les interactions et le recueil d'informations. La deuxième recommandation, c'était d'avoir une plus grande implication des utilisateurs dans les processus de décision. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre des ateliers de co-conception, les utilisateurs n'étaient pas toujours intégrés dans ces ateliers-là. Et à mon sens, c'était hyper intéressant de pouvoir plus les impliquer parce qu'ils avaient énormément de bonnes idées et surtout que le produit, ça les concernait eux. C'était les premiers à être concernés par le parcours qui était en cours de conception et d'amélioration. Si on n'a pas la vision utilisateur, c'est compliqué d'apporter des recommandations qui leur conviennent. Alors que si on a des utilisateurs qui participent à ces ateliers, là, on peut avoir en temps réel les avis des utilisateurs et leur point de vue sur les choses.
Et à mon sens, pouvoir plus les impliquer, ça permettrait de faciliter la compréhension de leurs besoins. Et enfin, la dernière recommandation, je vais expliquer un petit peu le contexte. En gros, quand je suis intervenu auprès des métiers, notamment dans ce passage en open space, on avait pas mal de métiers qui communiquaient énormément. C'est-à-dire que dans beaucoup de métiers, il y avait un gros aspect communication, c'est-à-dire beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, etc. Et un aspect aussi de conception. Donc, prendre le temps de se poser, faire des maquettes, faire de l'UI, etc. Et en fait, le risque, enfin, ce que j'ai pu observer dans cet open space, c'est que à chaque fois qu'un développeur avait une problématique, il venait voir un des designers. Et ces choses-là étaient extrêmement récurrentes. Ça, sur une durée d'1 heure, on pouvait avoir 10 fois des développeurs qui venaient voir un designer pour lui poser des questions. Et forcément, ça a provoqué un problème chez pas mal de designers en termes de concentration. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à se focus sur la conception de leur maquette. Et donc, en faisant un peu de recherche, etc., j'ai pu voir qu'il y avait une méthode qui existait, qui est la méthode Pomodoro, qui est en fait un système où les personnes, en gros, c'est un outil en forme de tomate qui est un minuteur. Et en fait, la méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est se mettre à un endroit en actionnant ce minuteur où on va travailler à fond, on va être focus à fond pendant 25 minutes. Et après ces 25 minutes, il y a 5 minutes de pause. Ensuite, on repart sur une session de 25 minutes, 5 minutes de pause. Ensuite, on repart, etc., etc. Et donc, ça peut se faire en 4, en 5, en 6 sessions. L'idée, c'était vraiment d'aménager un espace où on met des bureaux, où on met ce Pomodoro, et toutes les personnes qui rentreraient dans cette salle auraient des règles à respecter. Donc, ne pas discuter, ne pas communiquer, ne pas parler, et être concentré uniquement sur la conception, ou bien sur de la rédaction de protocoles, de restitution, de user story, etc. C'était vraiment d'aménager une salle qui permette pour les métiers qui souhaitent être plus concentrés et ne pas se faire casser cette concentration par une question ou par une interaction avec un autre métier, de pouvoir se focus sur des choses concrètes, afin d'améliorer bien entendu leur concentration. Donc voilà ce que j'ai pu faire dans ma démarche d'ergonome à Disneyland Paris. Bien entendu, quand je suis intervenu en tant qu'ergonome, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai pas pu intervenir, j'ai pas pu agir pour des questions de délai, pour des questions de budget, etc. Mais par la suite, mon activité de researcher, elle a pris beaucoup plus de place. On va dire que la démarche d'ergonome, elle a été solide pendant les 4-5 premiers mois, mais par la suite, vu qu'on était dans ce process d'amélioration d'une expérience utilisateur, je me suis mis à plein temps sur des tests, sur de l'itération, sur des ateliers, etc. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.